Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, ils sont de retour, les druides, après la rentrée des classes, après la rentrée universitaire, après la rentrée sociale. C'est le temps pour les druides et leur podcast La Voix des druides de faire eux aussi leur grande rentrée avant la grande messe qui sera célébrée à la grande mode pour les championnats de France de la FFAP les 4, 5 et 6 octobre. Amen. Et je vous présente nos druides de ce jour, vous les connaissez bien. Lui, il ne fait pas sa rentrée, il commence ses vacances après un été bien chargé sur la côte atlantique. Il est notre sage à tous, peut-être même notre grand schtroumpf. Il s'agit de Gilles Rollini, la barbe en moins quand même. Bonjour Gilles. Bonjour Patrick, bonjour tous. Et puis il vient des Mauges et non pas de Paris, même si son nom pourrait le laisser supposer. Il s'agit de Sébastien Paris. Bonjour Sébastien. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Et puis notre troisième druide, celui que l'on appelle le grand druide, il a une idée toutes les secondes et je dois vous avouer que parfois c'est un peu compliqué de tout synthétiser, mais quand on y arrive c'est quand même top parce qu'il est fortement sympathique à partir du moment où vous êtes d'accord avec lui. Et il s'agit de Fred Darville. Bonjour Fred. Des maths à tous, des maths c'est du breton, je précise pour les étrangers. Et c'est pas du druide ni du celte. En tout cas, bonjour à toutes et à toutes et à tous, bienvenue dans la voix des druides, Jean Bafouille. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va rentrer dans ce nouvel épisode. On est super content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à travers les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes. Plus on est de fous et plus on rit, plus on est de fous et plus on druide, comme on dit. Quelques nouveaux auditeurs qui se prennent de passion pour notre podcast et nous, ça nous fait très très plaisir. Je bafouille, c'est une catastrophe, mais c'est parce qu'on enregistre le soir et qu'on est bien fatigué, je crois. Au programme de ce soir, eh bien, on retrouvera les rubriques habituelles, l'actualité des druides et des crazy druides. On retrouvera aussi deux invités. Le premier, c'est un grand monsieur de la magie. Il a reçu le prix de la créativité l'année dernière. Il s'agit de Jean-Fred Durati. On vous expliquera pourquoi nous l'avons invité à parler dans notre podcast. Et puis, on aura aussi la joie d'avoir le vice-président de la FISM, Peter Dean, qui a défrayé les réseaux sociaux et Facebook en particulier, avec cette injonction pour les candidats aux championnats d'Europe et aux championnats du monde de désormais déclarer leurs œuvres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette déclaration d'œuvre, droit de diffusion, droit d'exploitation, droit d'auteur, comment on protège tout ça? Enfin bon, bref, autant de questions qu'on va lui poser, parce que ça a tellement été le bordel entre nous en discutant qu'on s'est dit qu'il fallait partir directement à la source pour en savoir un petit peu plus. Et puis on retrouvera le quiz de Gilles, on l'attend avec une grande impatience. Et puis on terminera avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Bref, vous l'avez compris, quelque chose de bien dense cette semaine encore dans ce nouveau podcast de La Voix des Druides. Voilà, on commence avec votre actu. Gilles, toi t'as passé tout ton été sur la côte, c'est ça ? C'était sur la côte, les spectacles des terrains de camping essentiellement, et puis dans les salles également, mais surtout les terrains de camping. T'en fais combien dans l'été ? En moyenne, j'en faisais 3 par semaine, donc je n'ai pas fait le compte, mais je dois en être sur 3 mois, juin, juillet, août, 4 fois 3, 12, 24 ans, une trentaine. Une trentaine de campings, c'est pas mal. Sébastien, toi aussi, des campings, non, peut-être pas ? Très peu, je dois en faire 2 ou 3. Moi, c'est essentiellement les centres socioculturels qui bénéficient de salles de spectacle, les MJC, ou alors les centres de loisirs. Et toi, Fred ? Moi, j'ai campé aussi. T'as campé dans ton salon ? Campé, sinon, j'ai rien foutu. T'as rien foutu. T'as reposé ton cerveau pendant cet été, c'est ça ? Oui, j'avais plein de projets. Je me suis dit, tiens, pendant l'été, je vais lire, je vais écrire beaucoup, parce que j'ai plein de projets en cours qu'il faut que je sorte. Puis finalement, j'ai profité de l'été, c'était bien aussi. On y est encore dans l'été. Un peu les compteurs à zéro. Carrément. 1er octobre à 30 degrés, je crois que je ne l'ai jamais vu. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique, tout ça. Gilles, j'avais une question à te poser. Les campings, c'est quelque chose d'assez particulier à animer. On a l'image vraiment des vacances, du côté très dilettante. C'est compliqué peut-être pour un magicien de s'imposer dans un camping. Écoute, non, franchement, je n'ai pas ce problème-là. Le problème qu'on a, c'est d'avoir quand même un spectacle familial qui plaise autant aux enfants qu'aux parents. Sans ça, c'est un petit peu le bordel. Les difficultés qu'on peut avoir, c'est surtout les lieux dans lesquels on nous fait passer, qui ne sont pas toujours extraordinaires au niveau de l'équipement. Quand on nous demande de passer dans le restaurant et qu'il y a les moules frites qui passent devant toi, c'est pas toujours génial. Mais à part ça, non, c'est sympa. Il n'y a pas de... J'ai pas de problème de ce côté-là. C'est on ne te demande pas de faire apparaître des suppléments de frites Non, mais bon, de temps en temps. De faire disparaître la femme, en général, c'est toujours... Qui ne l'a jamais eu, celle-ci ? Vous pouvez pas faire disparaître ma femme ? Ah, si, on l'a tous eu, je crois. Ça, on l'a tous eu. Là, je crois que... Et moi, je le fais dans ces cas-là. Et puis, ah ouais
Et puis donner les résultats du loto. C'est deux choses, le loto et la femme à disparaître. Très bien. L'actualité des druides, Fred, elle est la suivante, c'est qu'on est passé sur un modèle associatif alors que nous étions jusque-là qu'une bande de magiciens non conformistes et on l'est devenu en fait. Non, enfin on va essayer de faire un peu des deux. Un peu des deux ? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était super sympa, notre modèle complètement bordélique, et que on avait envie d'un peu plus. On avait envie d'un peu plus, et que pour ça, il fallait poser un cadre manière à faire des événements un peu sympas. Mais en parallèle, on va continuer nos assemblées dans les pubs de manière un peu anarchique comme ça, parce que c'est aussi l'essence. Donc en fait, ce sera la non-conformité, le non-conformisme dans quelque chose de conforme en fait. Voilà, j'aime bien cette idée-là. Cette idée-là. Bon, que des mots en hic, anarchique, alcoolique. Alcoolique, magique. Bucolique éventuellement. Bon, et la première chose, le premier événement en fait, auquel on va inviter d'ailleurs nos auditeurs s'ils souhaitent venir découvrir la belle région nantaise, pour ceux qui ne seraient pas du coin et qui ont envie de nous rejoindre, c'est le 13 janvier prochain et ce sera l'occasion justement de notre coup de fil à un ami d'ici quelques instants. Fred, tu nous l'annonces, ce sera quoi le 13 janvier prochain ? Eh bien, ça va être le grand monsieur Durati. Et on est super contents. Ça fait l'unanimité dans le groupe. Il n'y a même pas eu débat. Carrément. On a tous été enthousiasmés. On l'a connu de différentes manières. Moi, juste pour l'anecdote, j'ai 30 secondes. Toi, tu as même un peu plus de 30 secondes. Vas-y. Quand je suis allé en fait, au Maillet d'Aise, donc c'est en 95, ça date un peu. Et en fait, on attendait de rentrer. Et qui je vois arriver Dominique Duvivier avec Durati. Et je me souviens que j'avais été vachement impressionné par la prestance du bonhomme et en même temps, je ne ressentais pas quelqu'un de distant. Et ça m'avait beaucoup marqué. Donc, quand j'ai appris il y a quelques mois qu'il avait reçu un prix pour sa créativité, déjà, ça m'a rappelé un peu. Dès qu'il y a le mot créativité, il y a quand même des signaux d'alerte qui s'allument chez toi. Ouais, c'est ça, tout de suite, ça m'intéresse. Et puis après, on en a parlé entre nous. Gilles était en contact aussi avec lui, il le connaissait déjà. Donc, et là, vraiment, ça s'est imposé comme une évidence. Et on est super contents. Eh bien, on va l'appeler notre ami Jean-Fred Durati. Alors, on va croiser les doigts. Cette fois-ci, on a le numéro de téléphone. On l'a prévenu qu'on allait l'appeler. On lui a laissé un message. Il n'a pas répondu. Donc, on a une chance sur deux qu'il décroche ou pas. Donc, on y va. Allez, on appelle Jean-Fred. Comme la valise RTL. C'est ça. Va-t-il décrocher ? Il n'y a pas un mentaliste dans la salle pour nous dire si ça va être bon ou pas. Double sonnette. Double sonnette, ça veut dire qu'on va basculer. C'est que tu n'as plus de batterie. Vous êtes sur la messagerie du 06. On va pas dire le numéro là. De Monsieur Durati qui, vous l'avez pu le constater, n'est pas derrière son téléphone. Ce que je peux dire quand même, c'est que moi je l'ai eu au téléphone il y a 3-4 jours pour lui remettre au point un petit peu notre réunion du 13 janvier et il était ravi de venir et il prépare tout un tas de choses nouvelles, mais il aurait pu nous le dire. Mais on réessayera un petit peu plus tard. On réessayera un petit peu plus tard pour dans la soirée pour essayer de le joindre. Et puis ça permet d'avoir un peu de suspense. Bon, en espérant que cette fois-ci on y arrive. Sinon, ce sera le running gag. On invite des gens à venir parler, Bien mais sûr. on oublie les numéros ou ils oublient de décrocher. Peut-être me lâcher la grappe avec Armand Porcel. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas Durati, moi, ça je vaut ne le le connais coup. pas. Voilà. Je le connais de nom, mais je ne connais pas son travail. Il y a des gens qui ne connaissent pas Durati. Bah non. Mais ça vaut vraiment le coup de, si vous êtes dans une amicale ou si vous avez des amis qui ont des livres de Durati, vous faire prêter un de ces livres pour voir son univers, d'en acheter un parce qu'il y en a encore qui se trouvent. Et franchement, en lisant du Durati, vous allez vouloir venir voir Durati. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie de venir voir Durati ? Qu'est-ce qui fait qu'il est si marquant, que c'est une personnalité ? Est-ce que c'est juste lié à sa longévité ? Parce que c'est Géo trouve tout. Oui, c'est ça. Et puis c'est une magie très simple en fait. Mais Donc, dans le complètement principe, efficace. Efficace et simple. Il n'y a pas de... Et des visuel. idées visuelles Et qui a un simples sens. Sa magie a un sens. Et moderne.
et moderne en plus. Ouais, c'est une grande figure de la magie française, quoi. Tout à fait. C'est un peu comme d'aller voir Black Sabbath au Hellfest, quoi. On se dit, il faut qu'on le voit au moins une fois. Mais complètement. Moi, je vais bientôt aller voir Johnny, là, donc... Voilà. Et il est mort. Pour Halloween, il revient, c'est ça? C'est ça. Pour Le 31. Le 31 octobre, Johnny sera à l'Halloween Olympia. Eh ben écoute, Gilles, en attendant que Durati ne vienne, tu as un quiz. J'avais juste quelque chose à dire. vas-y. Pour la conférence de Durati, donc du 13 janvier, on comment- a mis en... Et comment on s'inscrit ? Bah oui, c'est ça, parce voilà. qu'on peut déjà s'inscrire en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, les places sont mises en vente. Il y a une vingtaine de places à un tarif préférentiel. Il y en a déjà une certaine quantité qui sont parties. Et c'est limité à un certain nombre de places aussi par rapport à la jauge de la salle. Donc, ça peut se réserver sur une adresse... c'est sur billet web. Donc, en fait, si vous allez sur billet web que vous cherchez Durati, vous allez le trouver. Mais c'est sûr que c'est pas facile de donner toute l'entité de l'adresse mail. Voilà. Ouais. Mais par contre, dans le descriptif du podcast, on pourra mettre le lien vers la... Absolument, il suffira oui, on mettra le lien, vous aurez qu'à cliquer dessus pour vous abonner. Si vous êtes parmi les 20 premiers à prendre votre place, vous aurez un tarif un peu préférentiel et même bien préférentiel. Et puis après, pour les autres, ce sera un petit peu plus cher, mais on est resté quand même dans des zones de confort. Combien, Fred, rappelle-moi les prix. Alors, pour les 20 premiers, c'est combien ? C'est 20 €. Ouais. Et pour les... après, c'est 25 €. Et après, c'est 25 €. Raisonnable, quoi. Ouais, on reste raisonnable pour ce premier événement. On le double pour vu la tête d'affiche. Et c'est à 14h, ce qui laisse le temps à ceux qui viennent de loin, à celles et ceux qui viennent de loin, de faire la route le matin, sans avoir besoin de prendre un hôtel du vendredi au samedi. Ça commence à 14h jusqu'à 18, 19, 20h. Voilà. Et il y a même notre ami Franz de CC Édition, CC Magique, qui sera présent. Qui sera présent pour... Alors, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que ce n'est surtout pas qu'une conférence. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on a décidé d'en faire un événement d'une après-midi. On commencera par un petit talk show avec Jean-Fred pour... qui nous raconte sa vie, sa carrière, ses aspirations, son regard sur la magie moderne ou nouvelle. Non, je relance pas le débat. Comment aujourd'hui il perçoit les choses. Ensuite, il y aura vraiment la conférence à proprement parler, où tu nous as dit, Gilles, en préparant, qu'en plus, il arrivait avec des petites nouveautés. Oui, il arrive avec des nouveautés, des choses anciennes et puis des nouveautés. Donc, que la créativité n'a pas d'âge, et ça, c'est cool aussi à venir découvrir et partager. Et puis on terminera, pour ceux qui veulent rester, évidemment, par un temps de convivialité. Et puis, je pense qu'on finira la journée en enregistrant ce podcast des Crazy Druids, tous ensemble. Donc, ceux qui veulent rester dans le public et être présents à cet enregistrement, ils seront les bienvenus. Je rappelle que tout ça, ce sera le 13 janvier prochain à Nantes. Le lieu est encore en suspens, mais prenez vos places, c'est certain, ça aura lieu, même si on doit le faire sur un bout de bateau. Ah, ça y est, le lieu est trouvé. Hein. Ah, le lieu la salle, oui, on a la salle. Ah, mais c'est où alors ? Il faut juste qu'on la visite parce que l'administration... Mets-toi bien en face du micro. L'administration prend un peu son temps pour me rappeler pour la visite, mais on a déjà posé l'option, là, elle va être très bien. Fred et l'administration, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout un poème. C'est tout un poème, on adore. On va réessayer quand même avant, on va réessayer de rappeler Jean-Fred pour voir s'il répond à notre appel. Et sinon, on enchaîne avec toi, avec ton quiz, Gilles. D'accord. Alors, un petit rappel. Hop là, ça va sonner. Attention. Comme disait notre ami Fred Darville, ça ressemble un peu à la valise RTL. Ah. Est-ce que ça va répondre ? Attention. Non, ça n'a pas l'air de répondre. Je vais lui laisser un petit message sur son répondeur. Bonjour. Bon, on va meubler là pendant qu'il y a des Voilà, numéros. c'est ça. Ah, voilà. 80. Voilà. Vous voulez un bout de numéro ? Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Alors, on continue avec toi, Gilles, et ton petit quiz. On entend le téléphone qui raccroche. Alors, c'est quoi ton quiz ? Alors, en quiz, j'ai quand même c'est des passé questions. mes vacances. Ouais, on va marquer les points. Je les prends, je prends un crayon. Alors, j'en ai tout un tas, donc je vais faire un petit tri, parce que j'ai passé Seb, 3 mois là. Fred. Dès que je voyais quelque chose, je le ne faisais. triche pas. Ne triche pas. De toute manière, des fois, j'ai même pas la réponse. Alors, si on va commencer par quelque chose d'ultra simple, il y avait un... Faut pas dire ça, parce que si on trouve pas, on passe pour des cons. On rappelle Durati. Il y avait une revue qui s'appelait L'Illusionniste. Ouais. Est-ce que Oui. vous en avez déjà entendu parler ? Oui. Voilà. Ouais. Et alors, est-ce que vous savez combien de temps elle a paru ? Elle Et a- qui l'a créée ? Alors, je dirais Robert Houdin. Elle a commencé avant la Non. Seconde Guerre mondiale.
Elle a commencé avant la Seconde Guerre mondiale. Elle a eu une pause pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a oui, repris comme après, beaucoup. c'est ça, hein. Oui, elle a repris. Oui, elle a Oui, repris après. ok. Elle s'est arrêtée il y a une vingtaine d'années. je crois. Serge Audin? Non. Son père, peut-être, non? Fernand? Non. Pire que ça. Enfin, pire que ça. Pas Bon, bah, pire, Serge, pire, si tu nous écoutes. pire en durée. Alors, je vais vous donner la réponse. Ça s'appelait l'illusionniste. Alors, Elle a paru quand même plus de 100 ans. 100 ans. Ah, et 100 ans. D'accord. C'est quand même un exploit. Et elle a commencé Avec Georges Méliès? en 1902. Avec qui alors? Qui est-ce Avec qu'il a- Caroli. C'était c'est Caroli Caroli, d'accord, qui le faisait. Le père de Caroline Marx? Oui. Non, rien à voir. non, là, je crois que Non, rien à voir. tu devrais arrêter de boire du Perrier. Et alors, donc ça s'est arrêté quand, tu dis? Eh bien, Ça s'est 2002. Non, oui. Ah oui, parce qu'il y a un des périodes petit peu. d'interruption. Oui, une période d'interruption. J'ai plus la date. Mais une centaine j'ai la d'années, date de donc début, mais il a 1902, duré plus de 100 2002, ans. oui, ça, Ouais. un peu plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah écoute, voilà. On Bah, a appris quelque chose. puisqu'on est dans les livres, alors là, Ah, là. 0 point en fin de compte, On ou va 1 point essayer. pour moi. Ouais, c'est sûr. Alors, Amélie Nothomb, que vous connaissez, Pas a personnellement, écrit un roman il y a quelques années qui s'appelait Tuer le père. Et dans ses Oui. premières lignes, elle parle d'un club magique très connu. Lequel? Le Magic Circle de Londres? Non. Les Crazy Druids. Non, pas Pas encore. né. Est-ce que c'est en France? Est-ce Non, que il y c'est à a l'étranger? Fred qui n'était pas né Enfin, encore. Ah, C'est ça. en France. C'est en France. Et en plus, c'est qu'il y a un club que vous connaissez, du moins parmi les trois, il y en a un qui le connaît très bien. L'amical Robert Houdin de Nantes? Non, non. L'amical Robert Houdin d'Angers. Non, il Ah, mince. n'y a pas de Robert Houdin dedans. Il n'y a pas Euh, le CPM de Paris. Non, ça va vous étonner. Le CMB, non? Bah, vous savez qu'il y a des Amélie Nothomb, quand même toujours. Elle est belge, Elle est belge, Ouais. mais là c'est français. Elle a toujours quand même des idées un peu particulières. Donc c'est un club un peu particulier. Illegal Magic Club? C'est l'Illegal Ah, Magic Club. Oui, ah bah, bien sûr. Et si vous avez son bouquin, les premières lignes, il parle de l'Illegal Magic Club. J'avais eu Otto Wessely, qui est le créateur de Bien l'Illegal sûr. Magic Club. Oh merde, c'était une question d'un quiz. Bah, tant pis. Voilà, une de moins. Tant pis. Paix à son âme. Avec qui j'en avais parlé quand c'était sorti. Il était ravi. Il n'était pas au courant d'ailleurs. C'est assez étonnant. Bon, Bon, merci Amélie. j'en refais encore une. Mais ce qui prouve, Vas-y, c'est que tu es venu aux yeux et aux oreilles et à l'écriture d'Amélie Nothomb. Il C'est-à-dire que faut dire qu'elle sort pas mal le soir. Il avait dû. Elle avait dû un faire un tour vélo en illégal, se ouais. trouver vers la rue du Petit Pont pour faire ça. Ah, nous rappelons que c'est au Smoke maintenant. Et c'est Oui, à côté, ça a changé, ouais. changé. Mm. Voilà. Tous les mercredis, par contre, 23h. Alors, tu parlais de Méliès, de Georges Oui. Méliès. Alors, vous savez, Méliès est très connu parce qu'il a pas inventé le cinéma, mais il a inventé les films, on Mhm. peut dire. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux et les films proprement dit. Et c'était un magicien, Mhm. un grand magicien. Et son premier passage sur scène, c'était en 1884. Donc, je crois qu'il est né il avait une vingtaine d'années, je crois. Est-ce que vous savez où c'est? C'était dans une salle Est-ce que c'était mythique. est-ce que c'était pas justement dans la salle du théâtre de Robert Robert Houdin? Non. Non. Au Grand Cabaret? Non, ça savait pas. Non. Une salle mythique? Non, une salle mythique. Sur Paris, alors? Qui existe non, encore? pas sur Paris. Qui Ah. n'existe À Londres? plus. À Londres. L'Egyptian Magazine Hall? Ouais. Ah bah j'y pensais. Ouais, c'est Et il marrant. est passé À l'Égyptienne. C'était son premier passage Ah ouais, sur quand même. scène. Parce qu'il avait eu son professeur, celui qui l'avait initié à la magie, qui passait à l'Égyptienne et qui, quand il a trouvé qu'il avait suffisamment de connaissances pour le faire, a réussi à le faire passer à l'Égyptienne. Je trouve que pour un coup La d'essai, classe quand même. fallait le Tout à faire fait. C'est la quand même, classe, hein. Carrément. C'est Fallait quand le même, faire. c'est quand même Voilà. le mec qui a quand même tout inventé dans le cinéma. Grâce à la magie et à son esprit de Tout à fait. magicien, Complètement. a réussi à reproduire finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la magie du cinéma. Il a été le premier à écrire des scripts, à écrire des histoires, à faire des trucages, Il faisait de la ses musique, costumes. Des décors, des des accessoires de décors. fou. Au dernier podcast, je vous avais parlé du livre sur, Ah oui. sur Méliès, Mm. que j'avais reçu, mais que je n'avais pas encore lu. J'avais lu les 20 premières pages. Je l'ai lu cet été. C'est un pavé de 600 pages. C'est fabuleux. Je ne Ah me ouais. suis pas ennuyé une minute. Les biographies, des fois, Ah oui, Ouais, j'imagine. ça c'est un peut petit être peu pénible. Là, c'est extraordinaire. Moi, j'ai découvert, j'avais la prétention de connaître un petit peu Méliès, mais j'ai découvert des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Il a fait des trucs. Ah, il y a la super pièce de théâtre Le Cercle des Illusionnistes d'Alexis Michalik, Ah oui, Oui. ça c'est qui est sur la vie croisée de Méliès et de Robert Houdin. Enfin, Ouais. c'est Ouais, ouais. à des
siècles différents, mais ils croisent tout, c'est fabuleux à Ah oui, voir. toi, t'es un grand fan de Michalik. Ah ouais, moi, je aussi. suis un fan de Michalik. Alors moi, j'ai quoi. pas vu C'était grand-chose ça. de Michalik, mais je suis un grand sa fan. première pièce, enfin pas sa première, il en avait fait d'autres, mais c'est Il y avait celle le dont porteur on avait d'histoire, parlé. le cercle. Non, il y a avait- le porteur d'histoire qui, il y avait qui passe le- en ce moment à Nantes, Ouais, effectivement. c'est ça. Mais le cercle des illusionnistes, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans là qu'elle est sortie, Oui, je crois. c'est ça. Mais elle joue plus, je crois, en ce moment. Non, il tourne, puis il y a non, toujours... ou du moins elle est reprise par des troupes comme ça, mais elle avait été. On a toujours Edmond à Paris, pour Elle ceux avait qui été sont faite à fans d'Edmond Héberto, Rostand. elle avait été faite à Héberto, et puis après elle a été reprise au théâtre de Peut-être la une Porte captation Saint-Martin. vidéo quelque part Et aussi, deux- non Pas encore, non, je crois pas. Dedans, il y avait quand même le fils de Marc Métral et de Viviane Mireldo qui jouaient dedans. C'est Ah, comme d'accord. ça d'ailleurs que j'avais été le voir. Fabuleuse cette pièce. C'est une très très belle pièce. Bon, bah, c'était un coup de cœur avant les coups de cœur. Encore une ou deux T'en petites as vu questions. une autre, bah alors ouais, je peux ouais. t'en retrouver. Les frères Isola. Vous avez tous entendu parler des frères Isola, des grands magiciens. Ils ont dirigé un Du tout, j'ai établissement. jamais entendu parler T'as des frères. entendu Ah, parler des jamais. frères Je Isola. préfère être honnête. Alors les frères Isola, T'avais c'était pas une des... question avec Otto Wesley C'était des grands magiciens à la fin du 19e siècle. D'accord, ok. Hein. Ils ont été directeurs de 1898 à 1911 d'une salle également de spectacle très connue À Paris? à Paris. Le double fond? Non, c'est pas aussi vieux que ça. C'est pas l'Olympia. C'est l'Olympia. C'est l'Olympia. carrément. Ils ont Le double été fond, ça a direct- toujours été Et Dominique Duvillier. ils ont été c'est ça. directeurs de plusieurs, et d'ailleurs je crois qu'ils ont participé également à la direction, mais il n'est pas sans avoir le titre de directeur de Théâtre Béroudin avec Méliès. D'accord. Mais j'en suis moins sûr, là je confonds peut-être. Hein. D'accord, l'Olympia. Voilà, bah écoute, c'est déjà pas Ce mal. sera pas mal. Hein, Ouais, ce c'est sera pas mal. Sans ça, j'en ai une dizaine d'autres. Mais Oui, bah ça, gardez- c'est garde- pas- on je les garde pour l'année prochaine. On va garder pour les prochaines. Alors en attendant que... Vous aurez noté quand même que j'ai gagné. Ah oui, j'ai pas noté. J'ai pas noté. On t'a laissé Ah, gagner. c'est parce que ballot. tu- Voilà, vous m'avez laissé gagner. la C'est première gentil, fois les que gars. tu participes au Merci. truc, donc, Je vous propose, nous, qu'on continue avec, justement, on va appeler notre deuxième invité en espérant qu'il décroche celui-là. Il s'agit de... Oh, Peter. lui, oui. Oui, Il va décrocher. il y en a qui aimeraient bien qu'il décroche, mais... Parce qu'il est au téléphone avec Durati, on est mal. C'est ça, en train de dire du mal de nous. Je l'appelle tout de suite. Peter Dean, avec qui on va échanger d'ici quelques instants pour évoquer justement cette question des droits. C'est tombé sur les réseaux sociaux. Allô? Oui, Peter Dean. Oui. Bonjour Peter. Ça y est, C'est bon. On est je, vais tous. je vais me mettre dans un petit coin. Allez. Bonjour, Peter. J'entends très bien là. Ah bah super. Eh bah écoute, on a changé de micro. Et tout va pour le mieux. Donc on était content d'avoir Peter pour essayer de comprendre, parce que ça c'est tombé pour moi sur Facebook un soir, cette obligation, en tout cas cette contrainte pour les candidats à des concours, particulièrement FISM Europe et FISM Monde, de déclarer leurs œuvres. Alors en effet, il y a eu confusion. Certains parlaient de droits de diffusion, vous sembliez parler de droits d'exploitation. Déjà, Peter, simplement nous redire un petit peu, c'est quoi ces droits d'exploitation qui sont différents des droits de diffusion ? Voilà. Alors, il faut que j'explique quelque chose. Avant, ce n'est pas une règle qui est appelée par la FIS, c'est une loi qui est universelle. Européen, c'est une loi, c'est la réglementation sur les droits. Pour expliquer en quoi la différence entre droit d'utilisation et droit d'exploitation, il faut savoir qu'une loi a été conçue pour diffuser, écouter, simplement. Sans modification, on écoute le morceau, puis on paye les droits de sa scène. Normalement, c'est la même chose quand un restaurant qui diffuse de la musique, ou un coiffeur qui diffuse de la musique, fortiori dans les théâtres. Ça, c'est des droits qui sont à la charge de l'organisateur, de celui qui prend la décision de diffuser de la musique. D'accord ? Maintenant, lorsque l'on utilise de la musique dans un numéro, et attention, je dis utiliser de la musique, ce n'est pas quelques mesures ou un work de plusieurs morceaux, c'est vraiment une œuvre musicale. Quand on l'écoute, on est capable de dire « Ah, bah, c'est tel numéro ». Par exemple, on écoute les musiques du violon sur le tout, on sait que c'est le numéro de Norbert Ferret. Donc, si je résume, Et Peter, ce que tu veux dire, ça veut dire qu'en fait, la musique en tant que telle n'est plus une œuvre à part entière, elle devient une autre œuvre parce qu'elle est intégrée à l'intérieur même d'un nouveau numéro et que du fait de sa Exactement. reconnaissance... C'est-à-dire qu'on change sa destination. On change sa destination, d'accord. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est important ce droit d'auteur, parce que imaginez qu'un musicien crée une œuvre musicale et un
un réalisateur de films pornographiques décide de se servir de cette musique pour illustrer ses films. Le musicien est très puritain. Est-ce qu'il va apprécier qu'on utilise sa musique pour illustrer un film pornographique ? Non. Et bien entendu, il a le droit de refuser cette utilisation. Pilou, qui a prisé une chanson de Charles Trenet dans son numéro, et les droits ont déclaré qu'il était hors de question que Charles Trenet soit associé à de la musique. Alors on voit bien la différence entre droit de diffusion et droit d'exploitation, donc tu viens de l'expliquer assez clairement. La deuxième question, c'est pour justement demander cette autorisation de droit d'exploitation, un magicien, à qui doit-il s'adresser ? Alors c'est un peu complexe, c'est là où un peu ça devient plus complexe. parce que normalement, la STEM gérait les droits de certains musiciens. Il faut que l'artiste ait choisi de confier cette gestion à la SACEM. S'il ne l'a pas fait, il va falloir contacter directement l'artiste, soit sa maison de disques, qui est généralement propriétaire de ses droits. Ok, alors globalement c'est plutôt les musiques qu'on entend dans les numéros de magie. C'est alors Matrix pour les plus âgés, un peu de Pirates des Caraïbes et de Harry Potter. Attention, là aussi, je précise bien, il faut que le numéro puisse être identifié par la musique. Si c'est un montage de tout ce que l'on entend d'habitude, 2 minutes de Klederman, 3 minutes de Pirates des Caraïbes, voilà, c'est un patchwork. Généralement, si on n'a pas les droits, personne ne demande rien parce que la musique, dans ce cas-là, n'a aucune identité dans le numéro. Donc je reviens un peu en arrière. Ludovic, sur de la gesticulation. C'est ça, Ludovic Julio, le parrain avec la musique du parrain, là il aurait dû avoir demandé des droits d'autorisation, droits d'exploitation. Normalement, il devrait demander parce que non seulement il utilise la musique, en plus il utilise le titre. Alors, est-ce qu'à partir du moment... Et ça, c'est plus embêtant. Alors, la question, c'est quelle démarche doit faire le magicien ? On va prendre le cas de Norbert ou de Ludovic. Ils vont avertir la SACEM qui vont utiliser... Non, enfin, ils peuvent demander à la SACEM. La SACEM va certainement leur dire qu'ils sont compétents. D'accord. Et alors, on fait quoi maintenant ? Alors qu'ils contactent donc le propriétaire des droits, qui est généralement, c'est sur le CD, c'est la maison de disques qui produit le CD. Donc on contacte la maison de disques qui produit le CD, on dit je veux faire un numéro avec cette base musicale qui va venir illustrer la totalité de mon numéro, et on attend une réponse. On essaye d'être le plus précis possible. C'est-à-dire d'expliquer comment la musique sera utilisée, qu'est-ce que l'on fait dans le numéro. On peut même envoyer peut-être témoin, c'est-à-dire le numéro avec la musique utilisée, et généralement par retour, les ayants droit disent il n'y a pas de problème. D'accord, donc on va dire que 99% du temps, quand on écrit à la maison de disques... Peut-être pas 90, mais 80% du temps, il y aura autorisation sans contrepartie. Et sans contrepartie, ça c'est important parce que dans nos débats que nous avions et que beaucoup ont eu, qu'on a pu voir sur Facebook et d'autres, c'est ça va être en cours des coûts exorbitants, des coûts, etc. Non, c'est juste une demande d'autorisation et d'utilisation. Là, je voudrais... Alors là, moi, c'est un argument que j'entends pas. Mais je pose la question. Ça, c'est un argument que j'entends pas. C'est pas parce qu'on est magicien qu'on a le droit de tout faire gratuitement. Ça coûte de l'argent d'utiliser l'œuvre d'un autre, mais c'est la moindre chose. Il faut pas me donner cet argument, parce que cet argument, c'est un argument qui n'est pas entendable. Nous sommes artistes. Si pour prendre cette production que l'on fait, on utilise l'œuvre d'un autre, c'est normal qu'on rémunère l'autre. Je suis d'accord à partir du moment, en effet, comme Norbert, qui tourne avec un numéro depuis des années, etc. Mais le piratage des films, le piratage de la musique, le piratage des livres. Le jeune artiste... Il n'y a plus de propriété d'auteur. C'est ça, mais ça, je le comprends dans la durée où ça devient un succès, comme en effet Norbert. Mais quand on a un jeune artiste qui va se présenter pour la première fois à la FISM, qui finalement d'abord... On a des solutions intermédiaires. D'accord. Et c'est quoi ces solutions intermédiaires ? Eh bien, on utilise de la musique libre de droit. D'accord. Donc la fameuse libre de droit, c'est pas libre de droit d'auteur de diffusion, mais libre de droit d'exploitation. C'est-à-dire qu'on achète des musiques, on achète des licences, parce que libre de droit ne veut pas dire gratuit. On achète une licence une fois pour toutes, qu'on s'en serve une fois ou qu'on s'en serve 100 fois. La musique, on l'a payée une fois pour toutes, terminé. Et là aussi, il y a de tout. Des musiques pas chères, du tout, et puis il y a des musiques beaucoup plus chères.
Mais ça dépend de la qualité du morceau qu'on utilise. Mais ça, c'est une question de choix. Sébastien, peut-être avec Gilles, vous êtes les deux qui faites le plus de spectacles. Ça te semble Moi, ça me semble cohérent. Franchement, cohérent. Ça me semble cohérent. Ça me choque pas plus que ça. Après, moi, c'est que la FIS me fait cette démarche de rentrer dans cette déontologie. Je trouve ça très bien. Que je n'entends pas la réponse. Ah, pardon. Alors, Sébastien est en train de. Alors, c'est là où la Est-ce que là, tu m'entends, Peter, là? Est-ce que tu entends mieux? Ah bah oui, c'est normal. Et tu m'entends là? Ouais, prends le micro de Fred. C'est vraiment la valse des micros ce soir. Voilà. Je disais que... bonjour Peter. Moi je disais que ça me semble totalement cohérent. Enfin, moi ça me choque pas du tout que des artistes, compositeurs, interprètes soient rémunérés si toute l'intégralité ou une bonne partie de leur œuvre est utilisée et identifie un numéro. Moi je trouve pas ça plus choquant que ça. Je trouve ça cohérent. Après, la FIS me fait ce choix de rentrer dans la déontologie. Je trouve ça très bien. Elle y est depuis un bout de temps déjà. Hein. Mais oui, parce que attendez, ce règlement existe depuis la FIS de Stockholm. Après, est-ce qu'on peut imaginer... Donc, c'est pas récent. Est-ce que, Peter, on peut imaginer, par exemple, là, dans le congrès de la FISM, où il y a beaucoup de marchands de trucs, est-ce qu'on peut imaginer que la FISM dise aux vendeurs, par exemple, tous ceux qui vendent des copies, il y a le scandale de Philippote en ce moment qui se fait copier son tour, qui fait le tour des réseaux et qui est en procès limite avec Murphy's. Est-ce qu'on peut imaginer la FISM qui dit aux marchands de trucs, bah désolé, mais ça, vous ne vendez pas ça, ou alors vous ne venez pas. La FISM le dit déjà. La FISM le dit déjà. C'est déjà quand vous signez un contrat de marchand de trucs, vous signez un marchand disant lequel vous engagez à ne pas avoir de produits copiés. Maintenant, la FISM n'est pas un organisme de contrôle ni un gendarme. Elle ne peut pas et elle n'a pas le droit d'intervenir légalement sur ce que vend quelqu'un. On ne peut simplement que se couvrir en disant « vous n'avez pas le droit de le faire ». Personne signe un papier disant qu'elle ne le fera pas. Si elle le fait, ça devient une infraction légale. Sauf si c'est une notoriété publique. C'est aux personnes lésées de faire intervenir un huissier sur place et tout ça, en fait, quoi. Oui, tout à fait. Okay. Parce que nous, on n'a pas le droit. Mais on aurait toute la bonne volonté du monde. Si j'interdis à un marchand de vendre quelque chose, je suis coupable. Ok. Mais par contre, sur les numéros qui passeront en spectacle, la FIS peut dire niet, tu passes pas. Mais on n'interviendra pas non plus. D'accord. Est-ce que tu rappelles qu'il faut demander ses droits. D'accord, ok. La sanction dont on parle, c'est pas une sanction concernant le fait que si la personne n'a pas ses droits, on va le disqualifier. Pas du tout. Non. On va simplement, lorsque l'on aura besoin d'utiliser ce numéro pour une raison quelconque, puisque dans les contrats signés par les contrats, les accords signés par les clients, on a le droit de filmer leurs numéros et de les diffuser sur une plateforme suivant les besoins de la FISM. Vous ne prendrez pas de risque en les diffusant. Cette musique n'est pas bonne, on aura le droit de la remplacer par une autre, sans l'autorisation de celui qui a diffusé le numéro. Ouais. Fred, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, ça me paraît tout à fait normal. Vous savez déjà que la question du droit d'auteur est importante pour moi, et pas seulement pour la musique, mais aussi pour... les livres, les DVD que créent les magiciens, et c'est un sujet que je voudrais aborder d'ailleurs tout à l'heure. Mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, c'est que finalement, ça ouvre un nouveau marché, c'est-à-dire le marché des musiques libres de droit. Parce que ce que j'entends souvent dire... Mais il existe déjà. Non, mais d'accord, mais pas suffisamment. Pourquoi les gens ont recours à ça? C'est parce qu'il y a une espèce de mythe qui revient à dire que la musique libre de droit, elle est nulle. C'est pas vrai. Il y a des choses très bien, on en discutait d'ailleurs récemment. Et ce qui ressortait, justement, c'est cette impression que la musique de droit... libre de droit, c'est pas terrible en général. Et moi, j'ai entendu de la musique libre de droit très largement inspirée de la musique pas libre de droit, mais qui est de la musique libre de droit, parce que ça marche très très bien. Moi, j'ai entendu du simili Harry Potter et du simili... plutôt que de se plaindre de ne pas avoir accès à des musiques... disons que c'est plus compliqué, toujours les mêmes, finalement, ce serait plus créatif d'encourager les compositeurs qui n'ont peut-être pas la même carrure que les grandes stars... de la musique ou des musiques de films comme John Williams, justement d'encourager les compositeurs à créer un catalogue plus complet de musique libre de droit qui répondent à différents univers, et ce serait plutôt vachement sympa, quoi. Donc ça encourage la création, mais on peut même... plutôt que de s'en plaindre. Vas-y, Peter. Mais on peut même, de toute façon, je crois qu'on habite tous dans une approche de musiciens qui composent de très très belles musiques. On peut se faire composer de la musique sur mesure par un ami musicien ou
ou par une connaissance ou par un musicien de votre entourage ou de votre quartier ou de, je sais pas, de votre région. En fait, et signer un acte avec lui comme quoi il vous abandonne les droits de cette musique. Bah, les droits sont incessibles, et en plus, vous aurez une musique originale. Mais bon, on va continuer. Merci en tout cas, Peter, d'avoir éclairé notre lanterne sur ces sujets-là. Et merci de ta première participation au Crazy Druid. J'espère qu'on te retrouvera avec de meilleures qualités de son, parce que là, ça a été un peu complexe. Beaucoup. Mais en tout cas, on a été heureux de pouvoir creuser cette question qui a fait réagir quand même pas mal de personnes sur Facebook en particulier. Merci Peter, bonne continuation. Tu étais à ton club au CMP à Paris, donc on te laisse repartir avec les amis magiciens du CMP. À bientôt Peter, au revoir. À bientôt, au revoir. Salut. Au revoir. C'était très intéressant cette explication. Bah ouais, l'air de rien, on a eu une ouverture finalement. Enfin, une compréhension de la problématique de manière un peu plus posée. Et on finit sur une vision positive. Bah, c'est ça le plus important. Plutôt que de se plaindre d'un problème, on se rend compte que finalement, ça va être une incitation à créer de la musique. Mais oui, parce que c'est vrai. En fait, le problème de la musique, c'est très souvent, c'est que et d'ailleurs, on le voit bien, les numéros où le magicien a pensé sa musique et le numéro où le magicien a posé de la musique. C'est ça le problème. C'est ça le problème en fin de compte. Et on oublie que la musique, c'est la même chose que les costumes, et ça ne nous viendrait pas dans l'idée d'aller piquer dans l'armoire un vieux costard, sauf si évidemment c'est la clé du numéro, mais on va plutôt faire travailler des créateurs de costumes pour pouvoir avoir quelque chose qui convienne. Par contre, on a tout intérêt. On revient au même problème de l'argent. Hein. Je veux dire que... On revient au même problème. Le jeune magicien, il va avoir du mal mais ça implique en même temps. À trouver Je trouve que ça implique. À partir du moment où financièrement tu mets la main à la poche pour ton numéro, tu t'impliques dans ton numéro, tu le prends pas par-dessus l'épaule et vraiment tu vas à fond dedans, quoi. Ou alors tu vas un rôle à jouer aussi des fédérations, je sais pas, parce que là on est en train de parler de l'AFISM. Oui, c'est vrai. Mais qui va à l'AFISM? C'est souvent des gens qui font partie de l'équipe de France ou je sais pas quoi, non, souvent. Non, donc ils sont un peu chapeautés par la FFAP, non? Non, il y a des si, les artistes français sont forcément présentés par la FAP, à la FFAP. Non. Alors, oui et non. Ah bah voilà. Oui et non, parce que en fait, alors le oui et le non. Oui, à un moment donné, la France présente un volume de candidats à présenter. La France, en tant que pays, a un volume de candidats à présenter. Dans ce volume, il y a des candidats qui sont... j'espère, si je dis des bêtises, vous me le direz, hein, ceux qui écoutent. Sur ce volume, mettons 10 candidats français, il va y en avoir qui vont avoir des billets qualificatifs directement par certains ordres, comme l'OEDM, ou d'autres concours qualificatifs qui vont leur donner le ticket pour le mondial. Okay. Donc ça va amputer de 2 ou 3 candidats. Et après, dans ce volume-là, la FFAP, elle a du volume. Ce volume, il est fluctuant parce que ça va être 4. Et puis, par exemple, si l'Angleterre ne peut en envoyer que 2 alors qu'elle en a 5, eh bien, on va redispatcher sur les autres pays le reste des choses. Donc, en effet, en définitive, c'est la FFAP qui, il n'y a pas de candidat libre, quoi, en gros, quoi. Non, il ne peut pas y avoir de candidat libre. Donc, c'est bien la FFAP qui donne l'aval. Il faut avoir un prix qualificatif, donc soit une FISM européenne. Donc, ils vont prendre... c'est pour ça qu'il faut présenter des candidats à la FISM Europe pour avoir des candidats potentiels. Et si on n'est pas primé à la FISM Europe, la FFAP, sur son volume, par le biais de représentation, de qualité du travail de magicien, peut dire nous on qualifie un tel et un tel. Mais au départ, il y a des qualifications que sont d'abord les championnats de France qui ouvrent à la FISM Europe, qui ouvrent à la FISM Monde. D'accord. En fait. Donc on peut imaginer, on peut imaginer que la FFAP puisse participer financièrement à l'achat des licences de musique. L'idée c'est ça. Ah oui, non mais on pourrait imaginer. Complètement. Il y a un catalogue en fait que petit à petit elle acquiert des licences. Pour avoir des musiques à proposer à ces poulains, quoi. Ça a du sens aussi pour la fédération de faire ça. Oui, mais enfin, quand tu montes ton numéro, on ne te propose pas des musiques, c'est toi qui choisis ta musique. Ouais, moi je sais que personnellement, on parlait de jeunes magiciens qui prend un rond, je crois qu'ils seraient contents de pouvoir avoir accès à un catalogue de musique bien foutu. Là-dessus, moi à titre perso, je vous suis pas trop. Autant que la FFAP dise sur nos budgets, on a des budgets pour payer la candidature. Aider financièrement à aller à la FISM Europe en disant on vous paye votre inscription parce que ça coûte des sous. Éventuellement, on prend en charge une partie du voyage et de l'hébergement. Ça me semblerait logique qu'une fédération s'implique là-dessus. S'impliquer sur
Alors peut-être une mise à disons qu'il disposition éventuellement, Il y a mais déjà un coaching au niveau de la mise en scène et tout ça, ou alors j'ai rêvé? oui, il y a un coaching, Ah, voilà, mais il y a ça pas, fait mais, partie de la mais il musique. fabrique pas le numéro. Ah non, Quand le numéro arrive, non, quand le t'as numéro arrive en équipe de France, T'as le une numéro équipe- il est déjà très Et structuré. puis, Hein. tu as une équipe de France, mais l'équipe de France, ça n'a rien à voir avec les présentations à la FISM. Hein. Tu as des gens qui sont à l'équipe de France qui ne vont pas faire les concours. Enfin, Ouais. il n'y en a quasiment pas Il d'ailleurs. n'y en a pas, Enfin, mais s'ils il n'ont pas pourrait eu y en un, avoir. s'ils ont pas Mais eu t'as un plein prix de gens- qualificatif, Et ils tu as iront pas. plein de gens qui ne sont pas dans l'équipe de France et qui ont un premier prix Non, j'entends bien. FFAP. Moi, je parle de et ceux qui passent. sont coachés un peu par la FFAP, par mais- son équipe. mais- Je me dis que ça pourrait avoir du Moi, sens. je pense qu'il faut pas, d'avoir il faut une aide pas, aussi là-dessus. il faut pas confondre Les le, gens qui ont le aucune notion coaching. de musique et Non, tout ça. Moi, j'ai du mal à vous suivre dans ça parce que On n'est pas moi, d'accord. je sais que dans Ouais. mon numéro, j'ai bâti mon numéro sur une musique. Je veux Ouais, dire, mais c'est toi, la t'as musique que l'expérience je... depuis longtemps. Mais je hein. pense On que parle c'est- pas- On parle pas de. Voilà, Quand des gens les d'expérience. numéros arrivent, et je le redis parce que ça j'en suis persuadé, quand les numéros arrivent en équipe de France, c'est des numéros qui ont déjà été primés, qui ont déjà été tournés. Ils vont peut-être travailler à améliorer un certain nombre de choses, mais la structure du numéro, la musique du numéro, ou alors sauf si on dit à la personne ça fonctionne pas, mais si ça fonctionne pas, à mon avis, ça ferait longtemps qu'il Alors, aurait finalement, dégagé. Là, la Alors- personne, elle a les moyens de se payer de la musique. Alors. Je suis Gilles disait pas le certain contraire tout à l'heure, qu'ils aient il disait tous ceux qui été ont pas de primés à pognon. l'équipe de France. Non, je crois En pas. règle, généralement, ils aspirent le à sont quand l'être, même. mais, Ils le sont quand même parce qu'ils ont gagné dans des concours et parce qu'ils ont fait un bon numéro. Mais moi, j'ai assisté justement à des auditions pour l'équipe de France. Non, tu envoies ton numéro et si on pense qu'il tu est le présentes, qualitatif. s'ils pensent que tu as du t'as- potentiel, ils te prennent dans l'équipe C'est de ça. France. C'est-à-dire, le côté qui est titre équipe de France est un petit peu usurpé. En fait, ça fait plaisir, ça fait bien. Et tu Ça donne un truc. Mais parlais tout c'est- à l'heure du jeune magicien qui a pas un rond pour acheter de la musique. Hum. Je propose une solution et là tu me dis ça marche pas. Mais comment il fait alors le jeune magicien qui a pas un rond pour. Ben, c'est le Ouais, problème. mais- Ben, c'est le problème. Voilà, c'est une solution que je proposais. Oui, mais enfin, il faut déjà qu'il ait un numéro structuré, un bon numéro. C'est déjà mieux de pas avoir de musique du faut tout. qu'il Parce ait que si un on bon en arrive numéro. là, Moi, je pense qu'il faut tu feras pas. comment Alors, j'entends ce que tu dis. Je pense qu'il peut y avoir des aides, mais je pense qu'il faut pas non plus substituer une fédération alors qu'une fois par an, il y a une bourse attribuée à un magicien pour qu'il puisse créer son numéro. Oui, ça peut faire l'objet d'un travail, mais c'est pas à la FFAP d'avoir une collection de bibliothèques de musique qu'elle file. Non, enfin bon, bref. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Parce que tu vois, dans le sport, Voilà. ce qui différencie Dans d'autres beaucoup domaines, d'équipes françaises en sport par rapport à des équipes américaines ou ailleurs, c'est que dans le sport français, les athlètes, ils se payent beaucoup de choses par eux-mêmes. Dans des pays, c'est la fédération qui leur paye tout. Et ça fait une énorme différence. Ça veut pas dire se substituer à l'artiste. Et complètement, ça fait une énorme C'est un différence dans le travail travail de commun. l'athlète. C'est-à-dire qu'il se libère mentalement et psychologiquement de plein de choses. Exactement. Et ça, c'est ultra important dans la Voilà. création. Moi, je le sais. Enfin, je le sais. Je sais pas si je le sais, mais en tout cas, je sais avoir accompagné Ludovic Julio sur plusieurs concours. Alors, à part la voix que j'ai enregistrée parce qu'il avait besoin d'une voix off et que j'ai été là ce jour-là au bon moment, mais simplement avoir quelqu'un à côté pendant les épreuves, en effet. Qui en fait te simplifie un peu le truc, qui te dit le prochain rendez-vous il est à tel endroit, ah bah attends je vais machin, tiens je vais réserver une table, enfin ne serait-ce qu'avoir Bien ça sûr. libère Bien sûr. et permet au Complètement. magicien de se Complètement. reconcentrer sur son Ça va dans le même sens. c'est exactement ça, mais je pense que c'était un peu aussi l'idée de cette équipe. On pourra en recauser. Ouais, il y puis, a plein de trucs là-dessus. et puis Ah s'il oui, y en a qui carrément. nous entendent et qui veulent intervenir, vous savez que notre podcast est Eh ben, totalement écoute, moi j'ai ouvert. un très bon copain, Morgan de Seco, qui fait partie de l'équipe de France. On l'appellera, tiens, On pour lui l'appellera. demander. Bah, tiens, voilà. Très bien, Ouais, très bien, très bonne non, idée. Je sais pas si on l'aura parce que chaque fois. Ah bah si, Morgan, si On je peut me cale appeler- avec lui avant, on peut appeler on l'aura. Charlie, on peut appeler Bon. Annabelle, il y a plein à appeler. Allez, on essaye encore une fois d'appeler Monsieur Durati, et puis si jamais ça ne répond pas, écoutez, vous savez que de toute manière, le 13 janvier, vous voyez dans on va essayer de rappeler Monsieur Durati. Si jamais il ne décroche pas, vous savez que le 13 janvier, il sera à Nantes. Vous aurez le lien dans le descriptif de ce podcast. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. On réessaye encore une fois. On va bien voir si Monsieur Durati répond ou pas. Alors, on essaye. Voilà. Hop. Alors. Eh
bien non, la valise RTL ne sera pas remise ce soir. On a été, en tout cas, on aura essayé, il était averti, mais bon, peut-être qu'il y a des impératifs familiaux qui font qu'il ne peut pas nous répondre, ou des impératifs tout simplement personnels. Eh ben écoutez, alors on n'a pas parlé des actus, on va faire un petit tir groupé pour la fin de ce podcast. Les actus, coup de cœur, coup de gueule. Gilles, tu voulais, toi, tu as des bouquins à nous présenter, l'OEDM, nous en dire 2-3 mots, et d'autres petites choses encore. Alors, on va être très rapide, justement, pour ne pas prendre trop de temps. Alors, dans les actus, je rappelle, on parlait de l'équipe de France de magie tout à l'heure. Ils se produisent au mois d'octobre à Blois, à la Maison de la Magie, les 14 et 15. Je crois que ça peut valoir le coup, si vous êtes dans la région, d'aller les voir, parce que d'une part, c'est très bon pour eux, ça leur permet d'avoir du public. Vous verrez comment ils travaillent, et ça peut être très intéressant. Ça, c'était ma première information. Deuxième information, j'y vais, je déroule tout rapidement. Alors, mon ami Jean-Michel Lupin a repris son spectacle au Lorette. Je vous conseille d'aller le voir. C'est également un très bon spectacle. Il fait salle comble tous les week-ends. Je crois qu'il passe que le samedi et le dimanche. À chaque fois, c'est complet. Donc, c'est de la qualité. C'est sur Arsène Lupin. C'est son leitmotiv. Donc, allez le voir, c'est bien. Il y a les lundis de la magie de mon ami Stéphane Lido qui a repris également la semaine dernière. Alors, c'est où les lundis de la magie? C'est à Paris, bien évidemment. Alors, maintenant, c'est à Paris. Alors, C'était la question piège, c'est ça? Non, c'est le café-théâtre qu'il y a rue Volta. Je ne trouve plus le nom. Alors, Sébastien est parti sur son téléphone. C'est à la République. République, c'est Arts et Métiers. Ouais. On va le dire. Je vais continuer le reste. Allez, continuons pendant qu'on cherche. Alors, il y a un livre qui va sortir, donc je ne l'ai pas mis dans mes coups de cœur parce que je ne l'ai pas encore lu. Il va sortir au mois de novembre. C'est un livre sur Benita Anguinet. Benita Anguinet, c'était une des premières femmes magiciennes en France. Elle a même eu son théâtre au Pré-Catelan, à la fin du siècle dernier, enfin du siècle d'avant. Et la dernière information, c'est Nostradamus, qui maintenant sont ouverts à tout le monde dans la billetterie, parce que c'était réservé qu'aux gens de l'OEDM, jusqu'au 30 septembre. À partir de maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Donc, je rappelle que quand même, celui qui va gagner le concours Nostradamus, qui aura lieu le samedi, va avoir un voyage à Las Vegas, tout frais payé, avec le spectacle de Frédéric Da Silva, plus ce voyage, l'hôtel, etc. Chanceux bonhomme. Chanceux bonhomme. Je vais faire du mentalisme, moi. Que le lendemain, il y a le grand spectacle où il va y avoir quand même... Alors, on n'a pris presque que des trophées Nostradamus. Il y a quand même Anka Luka, qui ont eu Nostradamus d'or il y a quelques années, mais qui sont champions du monde FISM cette année. Il y a Clay Cantos, donc je pense que ça va intéresser certains. Il y a Kevin Micou qui a été Nostradamus d'or l'année dernière, enfin il y a 2 ans, puisque c'est tous les 2 ans. Il y a Romaric qui va nous faire une conférence, je crois, si je me souviens bien, un after et puis son numéro. Il va y avoir Christian Bishop qui a été également Nostradamus d'or il y a quelques années. Il y a Olivier Prestan, notre Belge de service, qui a été le premier Nostradamus d'or de l'histoire de la création. Et tout ça, ça va être présenté par Myriam et Reginald, les Black Fingers, qui vont être les maîtres de cérémonie. Et cerise sur le gâteau, là, ce sont les Nostradamus d'or, mais vous savez qu'au même moment, alors ça va être à Coudekerque branche au mois de janvier, le même week-end, il y a les maîtres de la magie. Ouais. On est un petit peu associé avec eux et on a réussi à obtenir 100 places pour les maîtres de la magie, si bien que les 100 premières personnes qui s'inscrivent au congrès d'Nostradamus auront une invitation également pour les maîtres de la magie. Donc ça va être 2 spectacles pour le prix d'un. Je crois que ça vaut le coup. Pour le moment, on doit en être à 50 ou 55 inscriptions. Donc, il y a encore des places, mais vous avez intérêt à vous dépêcher si vous voulez. Elles vont toutes partir. Si vous voulez assister aux maîtres de la magie en même temps.
Ok, Sébastien, toi des actus un petit peu. On fera les coups de cœur Ouais, après. on fera les coups de cœur après. Les actus, pas forcément les miennes. Non, les actus, celles que. Ah bah moi, mes actus, mes coups de cœur. Moi, je me suis replongé dans les livres d'un mentaliste que vous connaissez, et que tu connais bien, toi aussi, Patrick. C'est mon chouchou. Voilà, Vincent Edan, qui a 3 livres. Le premier, c'était Votre esprit, mon terrain de jeu. Le second, c'était Votre esprit est encore mon terrain de jeu. Le troisième, c'est Votre esprit sera toujours mon terrain de jeu. Et ce sont 3 superbes livres sur le mentalisme. J'adore l'univers de Vincent Edan. Ouais, et on peut le retrouver les 3 en un. On peut les acheter individuellement chacun. Vincent est un magicien que j'ai rencontré en 2012, donc ça date maintenant. Et j'aime énormément son approche de la magie du mentalisme. Ouais. En général, c'est toujours assez simple. Il n'y a jamais d'énormes préparations. Il y a du travail, faut pas se leurrer. Il y a du travail, mais c'est très bien pensé. C'est très bien pensé. Et qui a fait le choix, notre ami Vincent, d'aller vivre à l'autre bout de la terre. Faire le tour du monde, c'est ça. Faire le tour du monde et de trouver des spots pour faire de la magie avec des magiciens et continuer ses activités d'écriture et de traduction. On l'espère bientôt en France. Et dans son 3e volume, il a un tour génial avec les ballons, ce qui me permettra l'accroche de mon coup de gueule. De votre coup de gueule. Fred, toi, tu as des coups de cœur, des coups de gueule. Enfin, des coups de cœur, on va commencer, ou une actu. Ouais, actu, non, pour l'instant, j'en ai pas. Comme je l'ai dit, j'ai pas encore tout à fait laissé ma rentrée, mais je dois avoir des choses à sortir plutôt aux environs d'Halloween. D'accord. Donc, on en reparlera plus tard. Autrement, coup de cœur, un bouquin, encore une fois. Là, c'est Maximum Entertainment 2.0, parce qu'il y a eu un 1.0 qui était paru en 2003. Donc là, 2.0 date de 2019. C'est de Ken Weber. Ken Weber, c'est un magicien et mentaliste américain. Et le Newsweek magazine a dit de lui que c'était l'un des plus demandés dans les collèges et universités américaines. Il en a fait plus de 500. Donc c'est un gars qui a l'expérience. Et ce bouquin, en fait, il vous accompagne de bout en bout sur la création d'un numéro, la réflexion qu'on peut avoir aussi autour de ça, mais aussi les costumes, les lumières pour la scène, le close-up, comment on aborde un public. Donc il y a un peu de tout. Il y a une analyse aussi de ce qui fait la popularité de Derren Brown et pourquoi ça marche aussi bien. Voilà, donc il y a plein de choses. C'est très très bien, découpé en chapitres très clairs, des sujets de réflexion. Donc vraiment, je vous le conseille. On le trouve chez CC Magique moins cher qu'ailleurs. Il est à 45 €. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est en anglais. Désolé pour ceux que ça rebute, mais c'est vraiment un bouquin, je pense, à lire. Alors, un autre bouquin, Une vie magique, c'est ça ? Oui, Une vie magique. Alors moi, c'était mon coup de cœur de cet été avec celui de Méliès. C'est Alphonse le magicien. C'est Alphonse Rebman, pour ceux qui n'auraient pas compris, qui vient d'écrire une biographie que j'ai trouvée fantastique. Je crois que tous les jeunes magiciens doivent le lire. Ils verront ce qu'est la vie professionnelle, les galères qu'on a et les plaisirs qu'on a, parce que c'est un métier aussi extraordinaire. Il est particulièrement intéressant. C'est quand même quelqu'un qui a fait énormément de choses. On l'a vu au théâtre de Pékin. Je crois qu'il a fait aussi le théâtre de Russie, je crois, le cirque de Russie plutôt. Il a fait pas mal de choses. C'est quelqu'un... faut vraiment le faire. Alors, c'est un livre, pour le moment, je sais qu'il en a. Donc, si vous voulez l'acheter, vous pouvez lui écrire sur Facebook. C'est Alphonse Rebman, R-E-B-M-A-2-N. Mais en plus, je crois que ça va paraître à la FNAC et à Amazon, mais seulement au mois de novembre. Donc, si vous ne pouvez pas attendre le mois de novembre, vous pouvez l'appeler de ma part et lui commander. En plus, il n'est pas cher, mais il est vraiment très, très intéressant. Moi, je vous conseille de le voir. Et Alphonse, c'est un homme délicieux. Je gère un groupe privé Facebook avec lui. Et je ne t'oublie pas, Alphonse, pour ton livre, je ne t'oublie pas. Ouais, est-ce qu'il écoute ce podcast ? En tout cas, il va l'écouter. Je vais lui faire écouter, je vais envoyer le lien. Alors moi, j'ai 2 actus. D'abord, un copain dont j'ai pas encore vu le spectacle, mais on va en faire la promo avant. Ça se passe à Paris, j'en suis désolé. Ça s'appelle Tout et Rien. C'est du piano et de la magie. C'est au théâtre Les Rendez-vous d'ailleurs. C'est tous les jeudis à 19h à Paris, avec Jérémy Sulzer et Laurent Vidal. Quand on connaît Jérémy, on se dit que ça peut être très très sympa. Donc je vais aller le voir et je vous en ferai une étude. Et puis moi, j'avais un gros coup de cœur dans mes actus de cet été.
C'est une petite histoire, je la raconte rapidement parce que c'était vraiment chouette. J'étais dans un village du côté de Carcassonne qui s'appelle Mondelieu et qui est le village du livre. Donc c'est vraiment une bibliothèque et des bouquinistes à livre ouvert. Et je tourne dans des petites boutiques et je dis est-ce que vous avez des bouquins de magie? Est-ce que vous avez des bouquins de magie? Bon. Non, vous savez, quand ils arrivent, ils repartent aussitôt. Il y a beaucoup de demandes. Oui, soit, pourquoi pas. En plus, ils sont tous sur Internet, donc dès qu'ils y rentrent, aussitôt rentrés, aussitôt renvoyés. Et puis, je tombe chez un marchand. Je dis écoutez, est-ce que vous avez des bouquins de magie? Il me dit non, j'en ai pas. J'ai ça. Après, j'ai un truc, c'est un peu perso. Je dis écoutez, oui, ça peut peut-être m'intéresser, mais je ne veux pas vous dépouiller. Il dit non, il m'en reste 4-5. En fait, mon père qui est parti un peu tôt était magicien en Belgique. Il a sorti un petit livre qui synthétisait un petit peu toutes ses routines. Alors, il n'était pas professionnel. Et donc, le gars est allé me chercher 2 ouvrages qui sont les mêmes. Il y en a qui étaient un peu reliés et puis l'autre avec une couverture papier. Et en effet, c'était l'ouvrage de son père. Il me dit écoutez, j'ai l'impression qu'il sera en de bonnes mains. Donc je vous le vends, et puis je vous le vends, je vous vends une 30aine d'euros, etc. Je ne sais pas s'il en vaut plus ou moins, peu m'importe, mais j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de transmission qui s'est passée. Alors par contre, c'est des sacrées machines à gaz, hein, les tours. Et puis il part du principe qu'on a tous les derniers bouquins qui sont sortis en 1950. Donc vous trouvez la description dans tel ouvrage. Alors je ne sais pas qui est l'auteur et je ne sais pas si l'ouvrage existe encore ou s'il ne coûte pas 3 000 ou 4 000 euros pour le retrouver, mais c'est un joli coup de cœur. Et on termine par des coups de gueule. Ouais. Allez, on y va. Toi, tu voulais commencer. Allez, Sébastien, parce que tu nous as dit il y a un tour de ballon que j'aime beaucoup chez Vincent. Ça a introduit mon coup de gueule. Exactement. C'est pas que chez Vincent, Barry Richardson en a une version absolument géniale. L'idée est très simple, c'est le tour où vous avez un ballon légèrement opaque, vous le secouez, il y a un objet à l'intérieur, vous le pétez, il y a une carte pliée qui tombe au sol, par exemple, ça peut être une carte pliée ou un message, peu importe, et il se trouve que c'est une prédiction ou c'est la carte qui a été signée en amont du tour alors que le ballon était déjà scellé et noué. Donc voilà, c'est un vieux principe qu'on trouve dans beaucoup de bouquins. Et là, il y a un tour qui vient de sortir qui s'appelle Balloon Oracle, je crois, de mémoire, de Henri Arius. Alors moi, je n'ai absolument rien contre Henri Arius ou tous ses créateurs, mais quand je lis 3 génies de la magie se sont réunis et ainsi de suite, je trouve que, et là, je vais utiliser mon seul mot vulgaire de la soirée, on commence un peu à nous prendre pour des cons dans le milieu de la vente de tours de magie. C'est-à-dire que maintenant, il suffit d'ouvrir le Tarbell et se dire tiens, je vais rééditer ce tour-là, on va l'exploiter, on va le vendre. Et puis surtout, on va pas citer nos sources. Et puis c'est très bien comme ça. Enfin, il y a un moment donné, on est rendu dans une folie hallucinante sur le marché de la magie où tout devient permis. Je sais pas ce que tu en penses, Fred. Carrément, ouais. Mais c'est du délire, quoi. C'est-à-dire que 150 balles, quoi. En plus, 150 balles. Et c'est une baguette magique. On va pas révéler le principe de. Non. C'est une baguette magique qui est utilisée pour péter le ballon. Il n'y a aucune logique d'utiliser une baguette magique pour péter un ballon. Si elle est magique, la baguette, elle pète le ballon à distance. Elle n'a pas besoin d'aller taper dans le ballon pour le péter déjà. Mais c'est absolument nécessaire qu'elle le fasse, qu'elle soit en contact. La version utilisée. On n'a aucune idée du truc, là. La version à la base, c'était un ballon tenu dans les mains. Enfin, c'était. Mais Barry Richardson, en plus dans son bouquin, Barry Richardson, et puis il y a des bouclettes à droite à gauche qui émettent des idées qu'on pourrait faire ceci, cela, utiliser un gimmick comme une baguette. Mais c'est hallucinant de faire un teaser en annonçant 3 génies qui se réunissent. Mais j'ai fait une table spirit, j'ai contacté Richardson, il est vénère. Non, mais en fait, moi, voilà, c'est-à-dire que je vais fabriquer un FP avec une pointe dedans. Je me suis réuni avec moi-même, on a beaucoup réfléchi. Où est la sonnette? On a beaucoup réfléchi, moi et moi-même, on s'est réunis, puis on va le vendre 50 balles. Ouais. Et puis voilà, c'est juste un FP avec une pointe, et puis on va péter un ballon, puis je trouve que c'est une super invention. Non, mais au bout d'un moment, ça part dans le délire, dans du grand délire. C'est-à-dire, moi, c'est mon point de vue, alors bien sûr, ça marche, c'est mercantile, tout le monde achète, mais il n'y a plus de recul, et il y a surtout, il y a plus de déontologie, quoi. Fred, un coup de gueule. Ouais, c'est un peu dans la continuité, c'est-à-dire que j'ai échangé avec Chris Philpott là, qui a le sentiment de s'être fait entuber par Murphy's. Donc là, je ne commenterai pas, je n'ai pas les détails. Mais par contre, je l'ai informé qu'il y avait au moins une boutique, une grosse boutique en ligne qui proposait en fait toutes ces créations, tous ces ouvrages pour genre $1,99. Tu vois. Donc il était un peu vert quand il a vu ça. Donc on a échangé un peu. Moi, je lui ai dit que j'étais en lien avec PayPal, que j'essayais de faire fermer le compte PayPal de ce salopard. Parce que comme je l'ai déjà dit, je suis OK pour l'échange de connaissances, le partage des connaissances, y compris si en tant qu'auteur, je
me fais un peu blouser en passant. Mais dans la mesure où c'est gratuit. Donc la croisade qui avait été faite par Marchand de Trucs et compagnie, ça visait des PDF gratuits qui étaient échangés comme ça. Moi, j'étais pas plus choqué que ça, même si, bon, on peut discuter du sujet. Mais là, on est en train de parler de vente, de vente de produits piratés. Et donc, je suis toujours en lien avec PayPal, donc je ne vais pas vous dire que c'est facile, pour faire fermer le compte de ce type-là. Et Visa et Mastercard, c'est pareil, mais ils sont un peu plus difficiles à joindre. Je pense qu'il y a des combats qu'il faut mener. Oui, non, mais je pense qu'à un moment donné, non, mais c'est vrai, faut y aller. Quoi. Donc, je peux te dire que Chris, là, il m'a demandé, tiens-moi au courant, parce qu'il était écœuré. Et il y en a beaucoup. C'est-à-dire que sur ce site-là, tu as à peu près tout ce qui paraît. Quoi. Ouais. Et il y a une vitesse incroyable. Ils vendent tout. Ah bah, ils vendent à peu près tout. Ouais. Ah d'accord. Mais ils te vendent ça, le bouquin de Benoît Campara, c'est ça? Peut-être. Est-ce qu'ils vendent des musiques libres de droit? Je ne me gourre pas dans le nom. Son bouquin est vendu à $11 de Beethoven par le Philharmonic Orchestra. Donc à un moment donné, si tu veux, pour 2 €. Donc on parlait des musiques tout à l'heure, etc. Bah, il les vend. Là, oui, mais là, on va dans la continuité du sujet, parce que là, la musique, ça nous concerne quand même un peu moins, alors que ça concerne la magie. C'est ça. Voilà, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Nos amis compositeurs, eux, ils sont en plein dedans. Bah, mais tu sais, c'est la même chose pour les photographes. Aujourd'hui, avec Google, c'est une catastrophe pour les photographes aujourd'hui de pouvoir être rétribués à hauteur du travail qu'ils fournissent. Un coup de gueule de ton côté? Écoute, non, parce que moi, j'ai eu tellement de coups de cœur tout à l'heure que du coup, j'ai gardé le coup de gueule. Qui finit positif. Il y avait celle de Sébastien également, mais il a dit tout ce qu'il fallait dire. Donc, et moi non plus, j'ai pas rien à rajouter. Coup de gueule. On va donc terminer là-dessus. On regrette de ne pas avoir eu Monsieur Durati, mais en tout cas, nous, ce qui est certain, c'est qu'il sera avec nous le 13. On l'aura la prochaine fois. Voilà, on l'aura la prochaine fois. Il sera avec nous le 13 janvier prochain à Nantes pour une après-midi exceptionnelle autour de Jean-Fred Durati, sa vie, son œuvre, sa créativité, ses nouvelles créations. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien pour vous inscrire dans le descriptif de ce podcast. On vous souhaite à toutes et à tous un très très bon moment post-podcast. Vous pouvez reprendre une vie normale, comme disait une vieille émission. On vous souhaite à toutes et à tous un très très bon moment. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Kenavo les Magicos. Au revoir.